Les hauts gradés au niveau de l'armée, le gouvernement congolais fixe les choses à travers la modification de la loi ou bien encore la réforme de la procédure militaire pour justement permettre au tribunal de juger les hauts gradés au niveau de l'armée. Vous le savez, aujourd'hui, il y a quelques généraux qui sont arrêtés et il y avait cette difficulté en ce qui concerne leur jugement et il fallait que le gouvernement puisse intervenir. Quelle analyse faire de cette modification de la loi justement pour juger le haut gradé? On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur le Conseil national de la cyberdéfense. Ça fait débat, CNC. On parle des arrestations arbitraires. Certaines personnes pensent que la Cour constitutionnelle a l'amabilité d'interpeller ou bien de retirer la compétence au niveau du Conseil national de la cyberdéfense justement pour éviter et dérapage, parce qu'aujourd'hui on parle des arrestations arbitraires, on parle des enlèvements, on en parlait à plusieurs reprises sur ce plateau. Ça fait débat. Que pense notre invité de cette procédure? On en parle, mais aussi on va revenir sur la nouvelle loi foncière. Ça fait couler encre et salive. On dit une bonne initiative, mais avec beaucoup de confusion. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous Maître Sédik Ntumba. Il est le coordonnateur du mouvement Vinis Vigilance Nationale pour les impunités et les injustices sociales, mais aussi doctorant anniversaire de Kinshasa, juriste de formation et secrétaire national général plutôt des consommateurs lésés. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser toutes ces thématiques que j'ai proposées au début de cette émission sous forme des questions. Allez, sans plus tarder, Maître Cédric, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Roland. Je vous salue aussi. Je salue respectueuses salutations à nos téléspectateurs, à tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment. Bon dimanche, bon samedi à tout le monde. Merci. Alors, Maître Cédric, d'entrée déjà, dans cette émission, d'abord, on va commencer avec le mouvement dont vous êtes coordonnateur, Vinis. Oui. Vigilance nationale pour les impunités et les injustices sociales. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Quelles sont les nouvelles de ces mouvements? En réalité, ces mouvements partent d'un constat on ne peut plus malheureux, justement dû au fait que il y a, depuis la nuit des temps, on a cessé de râler, de clamer sur les injustices sociales dont est victime la population congolaise et certains cas d'impunité où certaines infractions se commettent au préjudice de la même population, mais malheureusement, non seulement il ne se fait pas suivre de procédures judiciaires adéquates aux fins d'arrestation de ceux qui commettent ces infractions, mais aussi parfois il y a deux poids deux mesures sur le même fait où nous voyons l'implication d'une personne qui est réputée autorité, qui a commis une telle infraction. Vous remarquerez bien entendu que cette personne, parfois, elle est exemptée aux poursuites. Parfois, on crée des mécanismes pour justement l'escamoter de tout ce qui constitue une question de poursuite. Mais lorsqu'il est question qu'un citoyen lambda puisse être impliqué dans une telle ou telle autre infraction similaire à celle-là, vous remarquerez qu'on a tendance à adopter la vitesse incroyable justement pour les condamner. C'est alors que nous nous sommes dit que ces cas d'impunité, l'impunité est considérée non seulement lorsque le gouvernement ne poursuit pas, n'arrête pas ceux qui sont appelés à être réellement condamnés, mais aussi, il y a aussi impunité lorsque le gouvernement après avoir arrêté autres, ne sanctionne pas. C'est-à-dire que l'État ne sanctionne pas ceux qui sont censés être sanctionnés. Ou aussi, il y a des cas de dispense à des poursuites, lesquelles dispenses sont vraisemblablement des dispenses de fait, des dispenses qui ne sont que de mécanismes de fait qui octroient certains avantages ou privilèges, certains avantages à certaines personnes, alors qu'il ne peut en être le cas. Donc, on ne peut pas être dans un état où l'impunité bat son plein, où les injustices sociales battent leur plein aussi.
Alors, il faut que nous nous inscrivions tous dans un élan de l'éradication des injustices sociales, de l'éradication des impunités. L'impunité est aussi considérée telle lorsque le législateur qui est appelé à ériger certains comportements en infraction, les comportements lèsent les valeurs fondamentales, les valeurs essentielles de la société, mais le législateur en fait fi. Le législateur ne s'y intéresse. C'est une impunité qui est consacrée en réalité par le législateur lui-même, puisqu'il est appelé à ériger certains comportements en infraction. Mais quand il ne les fait pas, c'est une impunité qui intervient un peu en amont. Mais il y a aussi une impunité qui intervient en aval, c'est que non seulement que lorsque le législateur a érigé les comportements en infraction, mais aussi non seulement que lorsque le législateur n'érige pas les comportements qui laissent des valeurs fondamentales en infraction, mais aussi lorsque, après avoir érigé ces comportements en infraction, ceux qui sont appelés à poursuivre ou à arrêter ne font pas leur travail. Donc, nous sommes dans un état en voie de développement et dans des états pareils, la population est toujours victime. Pour éviter la récurrence des hypothèses pareilles, il faut en réalité mettre en place un mouvement comme le nôtre. C'est lui qui lutte contre les impunités et qui lutte aussi contre les injustices sociales. Donc, vous comprendrez que cette question d'emploi, par exemple, M. Daniel Roland, où certaines personnes prennent de l'emploi au travers des appels téléphoniques et il n'y a pas la règle des compétences qui est mise en jeu pour que certaines personnes puissent acquérir, n'est-ce pas, certains emplois ou accéder à certains emplois, ça pose un problème sérieux. Et si c'est lui qui termine l'université, au lieu de faire un concours, où il fait un concours, mais lequel concours est sujet, le résultat est sujet à de paiement de prix, à la part qu'on doit graisser à la patte de gens. Il y a bien entendu de l'injustice sociale. Si les gens quittent l'université, ils sont déversés à l'emploi, mais malheureusement, cet emploi ne paye pas. Il y a des arriérés et autres. Vrai ou faux qu'il y a de l'injustice sociale. Donc, vous comprenez, M. Daniel Roland, c'est un mouvement absolument vertueux, un mouvement qui repose sur de vertus que l'État congolais doit nécessairement suivre. Donc. Alors, merci, c'est clair avec ces explications antécédentes. Donc, déjà, on va commencer avec la question liée à l'ajustement de la loi, justement pour commencer à juger les hauts gradés. Au niveau de l'armée, vous le savez, je le disais d'ailleurs depuis quelques jours, il y a certains généraux qui sont arrêtés, mais il y avait cette difficulté, les gens ont posé cette question, comment les juger, alors qu'il y avait des flous au niveau de cette loi concernant les hauts gradés. Là maintenant il y a modification, vous avez pris justement connaissance de cette modification. Quelle analyse pouvez-vous faire de ça? Bon, en fait, il faut avouer sur cette question que l'État congolais, en effet, M. Daniel Roland, les conseillers juridiques du gouvernement, c'est le ministre de la Justice. Et lorsqu'il est des cas qui surprennent la République, lorsque adviennent certaines situations qui devraient normalement être prévisibles, de telle manière que ceux qui arrivent à se retrouver dans ces situations-là puissent être sanctionnés conformément à la loi, l'État congolais, il est surpris au même moment que la population. L'État congolais est surpris au même moment que ceux qui ne sont pas à la manette. Le plus grand problème, c'est que ce qui doit servir au gouvernement d'exutoire, c'est la règle de la prévisibilité. C'est-à-dire, l'État doit anticiper les choses. L'État doit s'inscrire dans une politique proactive pour que, lorsque advienne une certaine situation, que l'on ne soit pas en train
que l'on ne s'inscrive pas dans une politique publique de balbutiement. L'État ne doit pas attendre d'être bloqué pour essayer de changer la donne. Mais le cas de l'espèce qui se rapporte bien entendu au général Chiwewe, ça ne remonte pas d'aujourd'hui en réalité, messieurs. C'est vrai, je dis bien les cas, ça ne les concerne pas seulement. Ça ne remonte pas seulement d'aujourd'hui. C'est parce que les gens ont besoin, les gens ne jettent pas un regard considérable sur ce que le pays connaît par le passé. Sans l'histoire, l'homme n'aura pas vécu. Il faut parfois jeter un regard considérable sur le passé pour tracer le présent et projeter l'avenir. Mais vous voyez, monsieur Daniel Roland, à l'époque, dans le procès Chebea, on a connu le général John Numbi qui était venu comme témoin, n'est-ce pas? Et dans ces procès-là, il était venu comme renseignant. Dans ces procès-là, il était demandé même aux juges de la haute cour militaire de transformer le général John Numbi en imprévenu parce que il serait en implication directe avec le crime qui était commis. Deux obstacles s'étaient présentés. La première, qui n'a jamais été résolue, même jusqu'à aujourd'hui, mais on fait des choses comme si de rien n'était. La première, le pouvoir légal qui est accordé au juge, c'est-à-dire l'absence de pouvoir légal accordé au juge congolais de transformer ou de convertir un renseignant ou un témoin en imprévenu. C'était un obstacle majeur. Le juge ne pouvait pas le faire. Il n'avait pas ces pouvoirs-là. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, quel est ce conseiller juridique du gouvernement, le ministre de la Justice, le Parlement, soit-il, qui a proposé, ou qui a émis une proposition de loi, ou un projet de loi, selon qu'il s'agit du gouvernement, à l'effet de conférer au juge, à l'issue d'une audience qui se tient, dès lors qu'il remarque que le témoin est activement impliqué dans de faits pénaux, que ce témoin soit transformé en imprévenu. Nulle part. Non seulement que le code de procédure pénale est caractérisé par l'anomie, mais aussi le code judiciaire militaire l'est autant. Mais, monsieur Daniel Roland, que dire et que faire? À quoi est due cette nonchalance? N'avons-nous pas de conseillers juridiques habilités à bien conseiller les gouvernements? Mais devrions-nous attendre 10 ans après Kabila pour que la même situation arrive, afin que lorsque adviendrait une audience à l'issue de laquelle un général serait en train d'être jugé, on appelle un autre qui peut être plus gradé comme renseignant, on trouve qu'il est activement impliqué dans des faits criminels reprochés à l'autre, on ne sait pas les convertir. Cette conversion, c'est une situation réelle qui a eu lieu en RDC. Mais qui a proposé cela? Personne. Les cours et tribunaux ne peuvent pas s'arroger le pouvoir de le faire parce que leurs pouvoirs sont assis sur les textes légaux. L'on ne risquerait pas de s'inscrire dans un contexte où la Cour constitutionnelle parfois s'arroge des pouvoirs qui ne sont pas prévus par la Constitution et que l'on se calfêtre peut-être sur sa compétence résiduelle. On peut concéder ainsi, même si cela peut-être cela est redouté par certains, mais néanmoins il faut avouer que les droits fondamentaux sont beaucoup plus supérieurs et doivent être protégés quelle que soit la nature de la décision. Mais dans des cas du pouvoir judiciaire, dans des cas du juge judiciaire, les actes qu'il pose, les décisions qu'il prend sont circonscrites sur des textes légaux. Il ne peut pas aller ultra petita. Ça veut dire? C'est-à-dire, il ne peut pas sortir en dehors de ces cadres-là. Maintenant, le conseiller juridique, il est habilité à bien conseiller les gouvernements. Mais devrions-nous attendre 10 ans après Kabila pour que la même situation arrive, afin que lorsque adviendrait une audience à l'issue de laquelle un général serait en train d'être jugé, on appelle un autre qui peut être plus gradé comme renseignant, on trouve qu'il est activement impliqué dans de faits criminels reprochés à l'autre, on ne sait pas les convertir. Cette situation,
le général John Numbi à l'époque, s'il pouvait être jugé, la haute cour militaire était composée de généraux, mais qui n'étaient pas de son grade, qui n'avaient pas les mêmes étoiles ou le même grade, en fait, le même fonction ou grade que lui. Mais dans des hypothèses pareilles, il échappait à la compétence de juridiction congolaise. Le code judiciaire militaire reconnaît certes à une personne d'être jugée, n'est-ce pas, par les personnes qui sont un peu plus gradées que lui, ou qui ont le même grade. Mais quand on vous dit un général à 4 étoiles, qu'est-ce qui pousse le président de la République à revêtir un général d'autant de grades plus supérieurs à ceux auxquels sont revêtus le juge, qui sont habilités à le juger? À telle enseigne que le grade que revêt le général devient un obstacle à la justiciabilité de ce général. Le président de la République doit savoir, doit être bien conseillé par le conseil juridique du gouvernement en lui disant que non, c'est vrai que vous faites confiance aux généraux, c'est vrai que le travail qu'exerce le général vous oblige parfois à une certaine récompense. Mais n'oublions pas, M. Daniel Roland, certaines dérives préférentielles dues à l'amour que l'on peut présenter à un général ne doivent pas à tout le moins empêcher le président d'avoir un peu de garde-fou. Et le garde-fou du président de la République envers le général, c'est bien évidemment la justice militaire. La justice militaire, M. Daniel Roland. Maintenant, il aurait fallu, depuis la sortie, n'est-ce pas, de Kabila, ça aurait été mieux que le conseil juridique du gouvernement puisse conseiller le président de la République dans le sens allant à l'octroi de même grade aux généraux qui composent la haute cour militaire, de telle manière qu'en cas de dérive, parce que, vous voyez, même Dieu qui a créé le monde, M. Daniel Roland, c'est Dieu a aussi ses préférences. Mais la sanction de Dieu est comme une épée de Damoclès suspendue sur la tête de celui sur qui Dieu porte son choix. Donc, les présidents de la République, lorsqu'ils octroient des grades, au même moment où ils octroient les grades des généraux 4 étoiles et autres, il aurait été conseillé de le faire pour ce qui est de grades, pour ce qui est des généraux qui composent la haute cour militaire. S'il était conseillé ainsi, on n'aurait pas été buté à ces problèmes d'imprévisibilité de la loi pénale. Parce que le Parlement, M. Daniel Roland, avance dans son travail à pas de tortue. Mais le monde évolue à la vitesse, n'est-ce pas, parfois extraordinaire. Les situations qui ne sont pas prises en charge par des textes légaux, quand elles sont arrivées et qu'elles ont abouti à certaines dispenses, parce qu'il y a eu défaut de prévisibilité de la loi, le conseil juridique du gouvernement doit directement proposer un projet de loi, les ministres, un projet de loi qui prend en charge la dite situation pour des cas à venir, pour des situations, M. Daniel Roland, potentielles. Mais on réalise une certaine hypnose, on réalise un certain sommeil qui caractérise les conseils juridiques du gouvernement. Le président n'est pas partout. Il est aidé par ces gens-là, par les membres du gouvernement. Donc, M. Daniel Roland, vous auriez donc compris
que la situation ne nous surprend pas. Ce qui me surprend particulièrement, c'est la nonchalance des conseillers juridiques du gouvernement, la nonchalance du Parlement qui voit dans certaines législatures, certaines situations naître qui ne sont pas prises en charge par les textes légaux et réglementaires, mais ces gens, ces institutions gardent leur silence, ils gardent un mythisme caractérisé. Non, ce n'est pas sérieux. Maintenant, voici, puisque le Parlement, M. Daniel Rolland, fait des choses à pas des tortilles, vous le remarquerez, même lorsqu'on a pu dire qu'il y a un projet de loi qui a été initié pour permettre à ce que les généraux, qui sont beaucoup plus gradés que le juge qui compose la haute cour militaire ou la juridiction qui va le juger, puissent, dans cette situation d'impasse législative et réglementaire, puisse être jugé par le juge dont le grade se trouve être inférieur ou égal. Mais la situation, vous voyez, après l'avoir pris, qu'advient-il? Le Parlement n'a pas encore statué, il faut prendre le temps, il faut que le Parlement, parce que là il s'agit de la modification de la loi. Attention, le code judiciaire militaire est une loi. Ça veut dire que lorsque le gouvernement veut proposer une histoire pareille, il veut proposer la modification d'un article du code judiciaire militaire pour lui permettre, M. Daniel Rolland, de statuer, n'est-ce pas, pour permettre au juge de juger le généraux le plus gradé que eux, ils vont prendre ça par quel mécanisme? Ce ne serait pas un acte réglementaire qui le réglerait. Ce serait plutôt une ordonnance loi prise, n'est-ce pas, dans le sillage du domaine de la loi. Mais pour prendre cette ordonnance loi, il faut d'abord solliciter l'autorisation au Parlement, afin que le Parlement puisse habiliter les gouvernements de se faire. Si le Parlement habilite les gouvernements de faire ainsi, parce que la matière, conformément à l'article 122 et 123 de la Constitution, la matière, 122 et 121 je crois, de la Constitution, la matière relève de la compétence exclusive du Parlement. Là, il faut attendre la session de mars. Imaginez. Maintenant, vous voyez, toute la... le juge congolais ne peut pas se décarcasser jusqu'à la moelle épinière pour juger quelqu'un qui échappe à sa compétence. Il ne saura pas. Il n'y a pas de mécanisme juridique. Là maintenant, celui qui se décarcasse, c'est qui? C'est le conseiller juridique du gouvernement qui est le ministre de la Justice. Proposer un projet de loi, lequel projet doit mettre toutes ces... Voici que il faut ordonnance loi, on vous habilite. Si on vous habilite de se faire, après l'habilitation, vous rédigez, et puis vous revenez encore, ça doit être... excusez-moi, ça doit être accepté par le Parlement. Et le Parlement, après acceptation, habilité. Donc tout ça, c'est pour rendre, n'est-ce pas, vérifier l'habilitation. Est-ce que le gouvernement a respecté les limites de son habilitation, la matière, le délai, et puis il propose tous ces éléments-là, M. Daniel Rolland, pour prévu à l'article 123. Ce sont des éléments qui ne sont pas à prendre qui ne sont pas à faire à la va-vite. Donc, la meilleure des choses à faire dans le cas d'espèce, ce ne serait pas d'aboutir à ces projets de loi qu'ils ont fait ou à une certaine ordonnance, n'est-ce pas, loi, pouvant être avant tout autorisée par le Parlement, parce que la situation est déjà née. La personne doit être jugée. Mais pourquoi vous vous décarcassez à prendre des mesures pour que l'on juge, M. Daniel Rolland, pour que l'on juge les personnes impliquées dans des crimes ou des tentatives de crimes, de renversement, des mouvements subversifs ou des renversements de pouvoir? Si et seulement si, la chose la plus facile à faire,
la chose la plus rapide à faire, puisqu'il est question de la sécurité intérieure de l'État, puisqu'il est question de la sécurité aussi, en tout cas la sécurité de la population, mais le président de la République peut justement prendre une ordonnance en nommant, en élevant, en promouvant les juges qui composent la haute cour militaire à des grades de M. Daniel Rolland un peu égal ou supérieur aux généraux qui échappaient à leurs compétences. Le président n'abordera pas la question de dossiers judiciaires qui sont pendants devant ces juges. Non. Le ministère de la Défense. Mais, écoutez, au moment où vous voulez le juger, la procédure est encore pendant devant le parquet. Ce n'est pas encore fixé devant la haute cour militaire. Au moment où le ministère public fixe les dossiers à la haute cour militaire pour juger, si pendant le moment de la poursuite, les juges sont élevés, n'est-ce pas, ou promis à des grades plus supérieurs, et que le ministère public fixe les dossiers devant le ministère, devant le juge, on ne dira pas que au moment où le juge, avant qu'il ne soit saisi, il n'était pas revêtu du grade égal pour juger le monsieur, on n'évoquera pas non plus le principe de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité du grade de juge pour le juger. Ça ne se fera pas. Ces principes auraient valu que lorsque l'affaire était déjà fixée devant la haute cour militaire et qu'aucun juge n'est compétent pour le juger, c'est dans le cas d'espèce que lorsque la nomination arrive, on peut dire que non, écoutez, l'exception et ainsi de suite, ça avait déjà tenu et que l'autre ne peut pas rétroagir. Mais la promotion en des grades supérieurs ou égales n'a rien à voir avec la compétence, n'a rien à voir avec la justiciabilité de prévenu. Parce que lorsqu'on te promet un grade de supérieur, c'est une promotion. Au moment de cette promotion, M. Daniel Rolland, si la promotion coïncide à l'avant poursuite ou avant la date de la poursuite devant les cours des tribunaux, le monsieur sera d'abord jugé. C'est ça. Tous ceux qui sont impliqués à des mouvements subversifs seront jugés parce que nous avons déjà eu un défaut. C'est que, à mesure qu'on élevait les généraux à des grades un peu plus supérieurs, ça les rendait intouchables par la justice au regard de la règle de leur justiciabilité. C'est pourquoi même beaucoup se posent cette question. Est-ce qu'il y a possibilité de rendre cette loi rétroactive pour les suspects déjà jugés? La loi d'abord elle-même n'existe pas encore. En effet, pour ce qui est de la loi, il faut savoir qu'en principe, la loi agit la loi produit ses effets pour le présent et pour l'avenir, et non pour le passé. C'est-à-dire, la loi ne peut pas se rapporter à des situations qui ont vu jour avant son entrée en vigueur. L'exception de cette règle, M. Daniel Rolland, c'est que la loi peut rétroagir lorsque elle est favorable au prévenu. C'est cela l'exception. Mais ça veut dire que lorsque vous édictez une loi, vous élaborez une loi, laquelle, M. Daniel Rolland, laquelle n'est pas favorable au prévenu, ça veut dire, un exemple concret, vous dites, désormais, les généraux, le plus gradé de la République, seront jugés par des juges, soit égaux ou inférieurs à leur grade, n'est-ce pas? Toutes les fois où il s'avère que le juge, n'est-ce pas, qui doivent les juger, ne sont pas munis de ces grades-là, ne sont pas revêtus de ces grades-là. C'est une loi, c'est une disposition légale. Mais cette disposition ne peut tenir que lorsque elle est favorable au prévenu. Or, dans le cas d'espèce,
si elle faisait échapper le généraux qui se retrouvait dans cette hypothèse-là, de la compétence de juge, on aurait estimé que cette loi est favorable. Mais puisqu'elle fait rentrer dans le champ de la justiciabilité le généraux qui échappait à cette compétence, donc la loi n'est pas favorable. Maintenant, quand la loi n'est pas favorable aux prévenus, elle ne rétroagit pas. Exception de l'exception de la rétroactivité in pejus, ou la rétroactivité de la loi la plus douce, c'est que la loi peut aussi rétroagir lorsqu'elle prévoit la clause expresse de rétroactivité. Ça veut dire, la loi peut dire que cette loi produit des effets rétroactifs, n'est-ce pas? Cette loi produit des effets rétroactifs, c'est-à-dire cette loi se rapporte à des faits commis avant son entrée en vigueur, à la limite dans le point de départ est 2018 par exemple. Voyez-vous? C'est ce qui en était aussi le cas avec la loi sur les anciens chefs de l'État. Donc, Monsieur Daniel Rolland, vous comprenez mieux que quiconque que nous avons un État. Les gens qui sont habilités à agir, c'est eux qui sont à la base de la crise des services publics. Parce que la crise des services publics n'est pas seulement due, Monsieur Daniel Rolland, lorsque le service ne fonctionne pas, mais aussi lorsqu'elle fonctionne en retard. Donc, que le président, que l'on puisse aider le président de la République, l'homme à bonne volonté pour la République, que l'on puisse au moins l'aider, ce serait mieux. Donc, sur cette question, Monsieur Daniel Rolland, vous auriez compris que le gouvernement a fait preuve d'impasse. Ce n'est pas assez bon. Donc, je vous ai seulement révélé que cette situation n'est pas nouvelle, ça nous est arrivé, mais la nonchalance des autorités publiques est à la base de cette crise des services publics, vous voyez, de la règle de la surprise. Donc là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de loi, même si la loi y est. Le Parlement n'y a pas encore statué. Le gouvernement, s'il y statue, il doit le faire par voie d'ordonnance loi et non par voie réglementaire. Cette ordonnance doit être il doit d'abord demander l'autorisation de se faire, l'autorisation d'intervenir dans les matières qui sont de la compétence du législateur. Et quand il fait ainsi, il rédige, il fait rentrer là-bas, il prend l'habilitation, il fait rentrer les textes encore dans des délais de 6 mois, tout ça, au Parlement. Le Parlement va examiner, va adopter. Et c'est si d'ailleurs le gouvernement dépose ça après les délais, c'est là tombéré cadique. Donc vous comprenez que le conseiller juridique du gouvernement, dans le conseil de ministres, aurait pu normalement, ou aurait dû, normalement, M. Daniel Rolland, proposer au président de la République, ou au ministre le ministre de la Défense pouvait même le faire. On prend le nom des juges qui composent la haute cour militaire. Le dossier n'est pas encore à table de juge de la haute cour militaire. On propose au président la promotion de ces juges à des grades un peu élevés autres. Vous voyez, les garde-fous, la rescousse du président de la République en tant que chef de l'État, la rescousse de la République, c'est la justice, soit militaire ou civile. C'est cela le cas. Maintenant, je vous ai dit, je vous ai parlé des dérives préférentielles. Vous savez, monsieur Daniel Rolland, même le législateur n'a pas voulu faire preuve de certaines dérives préférentielles dues à la règle de l'enfant le plus aimé de Dieu, à la règle de l'enfant considéré le plus fort par Dieu. Il dit, l'État congolais n'est pas religieux, il est laïque, mais la Bible dit, Dieu a aimé Jacob
Et il a haï Ésaïe. Mais comment lui qui est amour parvient à aimer Jacob pour haïr Ésaïe? Maintenant, vous voyez que cette règle-là d'inégalité biblique manifestée par Dieu, le législateur congolais n'a pas voulu l'adopter. C'est ainsi, monsieur Daniel Roland, j'ai fait un parallélisme, c'est ainsi que lorsque le législateur vous dit, toutes les fois où un enfant bénéficie d'une parcelle par voie de testament, parce qu'il est le plus aimé de son père, le garde-fou, monsieur Daniel Roland, des autres enfants qui n'ont rien reçu par leur père, le testament établi, le titre officiel établi, le législateur dit, les dérives préférentielles manifestées par les pères envers les autres enfants ne seront pas adoptées. Tout document établi pour présenter la préférence serait nul. Donc, le législateur a fait preuve des garde-fous, des rescousses, des protections, de l'égalité de droits entre enfants. Maintenant, la rescousse de la République contre les généraux, contre tous ceux qui peuvent manifester des intentions d'adhésion à des mouvements subversifs et autres, à des commissions d'infraction qui mettent en mal la République, c'est la justice. Donc, la préférence du président de la République, ce qui a été fait hier par Kabila envers John Numbi, on ne sait pas si c'était peut-être une récompense, mais puisque l'homme a toujours une nature, n'est-ce pas, qui cache une trahison, la justice devrait être considérée par les présidents comme l'instrument de toute dérive de ces présidents. Je crois avoir dit. Alors, merci beaucoup, Maître Cédric. On va prendre la deuxième thématique de cette émission. On parle du Conseil national de la cyberdéfense, CNC. Ça fait débat aujourd'hui. On parle des arrestations arbitraires. On parle d'une manière qui n'est pas bonne des fonctionnaires de ces conseils qui est lié à la présidence de la République. D'autres même proposent que la Cour constitutionnelle puisse intervenir parce que le Conseil national de la cyberdéfense n'est qu'une juridiction administrative qui n'a pas compétence de commencer à arrêter les gens de cette manière-là. Quelle analyse faire? Je vous remercie tant, monsieur Daniel Roland. Comme nous venons de le dire sous peu, on a parlé de la prévisibilité. Le législateur, le règle de droit, ne frappe pas sans prévenir. L'état de droit est celui qui est soumis aux normes. Et celui dont le gouvernant et les gouvernés respectent les lois de la République. Je vous ai révélé la problématique majeure de la République sur la nonchalance des autorités publiques. À un moment donné, on a remarqué que les procédures judiciaires ordinaires ne règlent pas ou ne solutionnent pas certains problèmes. À telle enseigne que lorsque le gouvernement remarque qu'il est des dossiers d'une telle ampleur que ça ne peut pas être révélé aux particuliers et que ça requiert une enquête approfondie et que certains faits, certaines situations impliquent de personnes dont le pouvoir qu'ils exercent est d'une grande ampleur qu'il faut peut-être une procédure spéciale. On a créé pour le compte, bien évidemment, de la sécurité intérieure de l'État,
l'Agence nationale de renseignement. Et pour ce qui est des militaires, on a compris qu'en effet, il est de personnes, Monsieur Daniel Roland, qui se croient être beaucoup plus forts que l'État, qui peuvent facilement influencer certaines institutions de la République ou de personnes qui ont occupé des postes beaucoup plus efficaces. Alors, on crée, s'ils se retrouvent dans le domaine militaire, on crée la DEMIAP. Mais le besoin se fait sentir. Quand le besoin se fait sentir et qu'il est question de protéger la sécurité intérieure et extérieure de l'État, le conseiller juridique du gouvernement ne doit pas en réalité laisser que l'on fasse les choses de fait que de droit. Nous devrions à un moment donné trouver une base légale, puisque l'ordonnance de 1978 sur la poursuite des infractions flagrantes, le code de procédure pénale, le code judiciaire militaire ne règle pas la question des arrestations de l'ampleur de tout ce que l'on voit ici. Ça donne le procédure ordinaire. Ça, la loi sur le flagrance implique l'intervention du parquet et la fixation du dossier au tribunal dans le délai minimum aux fins de la condamnation. C'est bien. Mais lorsque nous sommes dans un état où nous remarquons que pour raison de nécessité de la sécurité publique, puisque certains faits, certains agissements sont réclamés par la sécurité publique, il faut que l'État congolais puisse sortir du cadre légal, c'est-à-dire non, du cadre ordinaire légal pour agir par voie d'exception. Alors, c'est très simple. On aurait prévu un texte. Ce n'est pas parce que l'ANER intervient dans le cadre des renseignements, ce n'est pas parce que la DEMIAP intervient dans le cadre du renseignement, dans le cadre de la sécurité hautement, n'est-ce pas, publique, que elle ne doit pas être assise, et il ne doit pas être assis sur ANER, l'autre, elle ne doit pas être assise sur des normes. Non. On doit modifier le code de procédure pénale. C'est ça le grand problème. On doit modifier le code judiciaire militaire. Si on ne modifie pas, on peut édicter, élaborer un texte, n'est-ce pas, légal. Pas sur la création seulement, mais pour prendre en charge la manière de faire. Je ne dis pas pour consacrer la torture, non. Mais pour réguler le travail de l'ANER, le travail de la DEMIAP, afin que ce que font la DEMIAP, c'est bien pour la République, ce que fait la DEMIAP, c'est bien pour la République, ce que fait l'ANER, c'est bien pour la République, mais c'est question pour les gouvernements de dicter des normes. Évitons l'anomie. L'absence de normes, ce n'est pas bien, c'est une maladie. Alors, si on fait ainsi, puisque le gouvernement
qui propose des politiques publiques, qui élabore des textes réglementaires, réalise qu'au-delà de l'ANER, au-delà des MIAP, il y a comment dirais-je, le besoin, la nécessité impérieuse de créer, en raison justement de la numérisation ou de la loi sur le numérique, le Conseil national de cyberdéfense. Alors, puisque le Conseil national de cyberdéfense fait des enquêtes de grande envergure, au point que ceux qui sont contre la République, on peut les détecter au travers les conversations et autres qu'ils ont dans leur téléphone, ainsi de suite, c'est bien. En tout cas, le fondement, il est justifié. Mais il faut qu'on lui trouve une assise légale. Alors, on ne peut pas... La routine est une maladie, M. Daniel Rolland. Mais cette maladie, elle est aussi curable dans la mesure où, si vous avez un ministre qui agit au bénéfice du gouvernement, pour l'intérêt général, le ministre peut proposer un texte régulant, c'est-à-dire prévoyant l'intervention aussi bien de l'ANER, des cyberdéfense, ainsi de suite. C'est vrai que ce sont des institutions qui sont rattachées à la présidence de la République ou à l'institution président de la République, mais il est mieux que, puisque ces institutions interviennent dans le contexte, s'il vous plaît, de la protection de la sécurité publique, de la protection de la sécurité publique, interviennent dans le contexte des arrestations, des détentions. Les délais auxquels l'ANER peut détenir une personne n'est pas régulé. Le délai auquel la DEMIAP peut détenir une personne n'est pas régulé. Le délai auquel le Conseil national de cyberdéfense peut détenir une personne n'est pas régulé. Mais on dirait qu'il viole la loi parce que le code de procédure pénale, c'est le seul document qui existe, qui pose la règle sur le délai. Mais quel est ce ministre qui ne voit pas, on ne peut plus clair, qu'il y a d'évidence indéniable le fait hautement criminel qui met en péril la République, le bon fonctionnement des institutions, qui oblige l'intervention de certaines institutions spéciales ou spécialisées, dont la gravité des faits, oblige parfois l'intervention avec de mécanismes beaucoup plus spéciaux. Mais ces institutions, leur manière de fonctionner doit être adoptée telle qu'elle, mais trouvons-en une assise légale. Personne dans un État, soyons un peu sérieux, dans un État, M. Daniel Rolland. Non. Donc, pour ma part, c'est vrai qu'il ne manque pas de dérives. C'est vrai qu'il ne manque pas, M. Daniel Rolland, même au parquet. La loi dit 5 jours de MAP, 15 jours de temps préventif et autres. Mais si l'on doit considérer que les 3 institutions, ANER, DEMIAP, ainsi que le Conseil national de défense, arrêtent, détiennent, pour raison d'enquête. Mais la détention pour raison d'enquête, au regard de la gravité des faits, comment peut-on admettre, laisser libre? Comment peut-on admettre laisser libre? Parce que les enquêtes là ne seront pas se mener dans les 5 jours du parquet.
dans la détention préventive et autres. Donc, j'aurais voulu, moi je donne un conseil. Monsieur le ministre, ce conseil n'est pas à titre onéreux, c'est à titre gratuit. Vous pouvez, dans des hypothèses pareilles, vous remarquez que les faits sont probants, les faits sont en tout cas graves, d'autant plus graves que ça exige l'intervention des institutions. Si vous ne créez pas ces institutions-là, tout ça c'est parce que le président de la République n'a pas le pouvoir de créer des établissements, vous voyez, publics. C'est de l'apanage du gouvernement. C'est ainsi que pour que le président de la République puisse se faire, parfois, il contourne l'absence de cette compétence, c'est-à-dire l'incompétence à créer des établissements qui sont de nature qui ont la même connotation parfois avec des établissements publics. Les présidents publics les contournent par deux agences. Vous avez entendu agence 2, mécanisme 2 et autres. Toute cette panoplie d'agences et mécanismes et autres sont créés par le président de la République. Certes, il y a un besoin. On remarque vraiment que oui, le président de la République peut créer. Mais comment il va le faire? Le gouvernement ne doit-il pas prendre ça en charge? Peut-être l'urgence qu'il y a ne requiert pas que le gouvernement puisse intervenir, tout ça. Le président lui-même crée. Mais il crée comment? Il passe par voie des agences et des mécanismes. Mais quelle est la compétence légale qu'il a de créer des agences et des mécanismes? S'il est établi que les gouvernements, n'est-ce pas, de la République ou les politiques publiques qui créent, ainsi de suite. Donc, vous auriez donc compris, cher Daniel, que même Dieu, par l'exemple que je vous ai donné, lui qui est amour, mais il a agi en toute inégalité entre Jacob et Ésaïe. Il ne manque pas de dérives dans les institutions. Ok? Seulement, lorsque les faits sont bénins, lorsque les faits ne sont pas d'autant plus graves, en tout cas, c'est mieux dans le fonctionnement de ces institutions, quand on remarque que la personne ne représente pas un danger contre la République, on peut l'appeler, l'interpeller, parce que je ne crois pas que si Camizelo avait été interpellé par l'ANER, peut-être Camizelo aurait vu comment, aurait cherché à, vous voyez, faire un peu, mettre un peu l'eau dans son vin. Si peut-être Onokomba avait aussi été interpellé, parce que il doit y avoir dans l'ANER, tout comme dans la DEMIAP, ainsi que d'autres institutions, de mécanismes, monsieur Daniel Roland, de réprimande un peu plus spéciaux, c'est-à-dire mécanismes un peu plus spéciaux de réprimande, de personnes qui passent parfois à la télé, qui peuvent aussi commettre des bévues dans leurs paroles, où on peut apprécier la gravité des actes, si on réalise que les actes ne sont pas d'autant plus graves, ou bien l'allure qu'emprunte la personne concernée est déjà mauvaise, plutôt que de réprimer comme si on tuait un serpent, ce serait mieux. Parce que dans la République, nous tous, nous savons que l'ANER doit intervenir pour sécuriser aussi le pays, la DEMIAP aussi. À un moment donné, M. Daniel Roland, on peut justement t'appeler aussi à l'ANER. L'ANER peut t'appeler. La DEMIAP peut aussi t'appeler. Elle t'interpelle. Elle n'est pas forcément obligée, n'est-ce pas, de t'incruster dans un contexte ou un contexte purgatoire. Non. Elle n'est pas obligée de te dire, écoutez, non, on frappe et tout ça. Non. Le fonctionnement là doit dépendre de la gravité des faits. D'où c'est impérieux que ces agences existent, qu'ils interviennent. Mais le modus operandi de ces agences
doit être distincte selon la gravité de fait reproché et l'ampleur de la personne. Si la personne ne représente pas un danger contre la République, on peut l'interpeller, on te dit, monsieur, si tu refais encore ou si tu prononces encore des paroles qui tendent à faire soulever la population, rassurez-vous que vous serez arrêté. Et vos enfants et votre femme les regretteront aussi. Alors quand on vous interpelle ainsi, je crois à suffisamment de conviction pour ceux qui passent à la télé, qui se montrent un peu beaucoup plus forts. Alors quand ils sont arrêtés, ils reviennent un peu à la raison. Donc ce serait un peu mieux de faire ainsi. Du coup, pour en finir, l'ANER, la DEMIAP, le Conseil national de cyberdéfense sont chapeautés par des autorités, des MIAPS en général. L'ANER, il y a des administrateurs. Ces administrateurs sont impérativement, forcément, des personnes qui y ont étudié. Ce ne sont pas des personnes ramassées dans la rue. Ce sont des personnes qui sont, en tout cas, à mon humble avis, M. Daniel Roland, qui sont lucides, d'une intelligence aussi irréprochable. Donc, ces personnes peuvent facilement impulser une certaine politique au sein de ces institutions en appelant, parce que l'administrateur de l'ANER ne va pas se mettre à torturer, à frapper les gens. Il n'est même pas dans ces histoires. Ce que font les agents qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas? Peut-être que c'est la nonchalance. Mais s'ils appellent, ils disent, écoutez, à partir d'aujourd'hui, quand vous arrêtez la personne, en tout cas, même si on ne l'a pas encore entendu, on n'a pas encore attribué le dossier, ne vous mettez pas encore à les torturer. Les mécanismes, par exemple, de faire pression, de contraindre la personne, ce sont des mécanismes qui doivent être réservés à, voici un peu la catégorie. Exactement, les catégories. On ne consacre pas de la torture, mais on veut justement protéger les modus operandi de ces, on ne va pas peut-être le dire dans la loi, les modus operandi de ces agences. Le général de DEMIAP, même s'il n'a pas encore attribué le dossier, on peut t'arrêter à la DEMIAP, on te dit non, écoutez, messieurs, soyez d'abord là-bas. Si vous arrêtez telle personne, vous la prenez, mettez-les dans tel, protégez-le, ainsi de suite. Tout ça, les présidents, on est en train de reprocher, M. Laurent, le président de la République. Le président de la République, c'est parce que c'est son régime. Mais on doit aussi l'aider. Aidons le président de la République de telle manière que, même s'il partira, que l'on puisse dire un jour, que, en tout cas sous son égide, il y avait quand même la légalité dans la manière de faire. On avait trouvé une assise légale pour la création, pour le modus operandi des agences et autres. Donc, si on fait ainsi, on aiderait la nation congolaise, pas les présidents de la République, la nation congolaise. Si on fait ainsi, alors ce serait mieux. Donc, toutes les arrestations là, je dirais, elles peuvent être... Parce que arrêter une personne, dans le cas de la flagrance, il n'y a pas de formalité d'usage. Parce que la loi sur la flagrance dit que lorsqu'on vient arrêter la personne pour une infraction flagrante, dans la loi de 1978, excusez, je voulais préciser en tout, peut-être à mi-voix, cet élément pour être bien entendu. Le code de procédure pénale prévoit l'ère à laquelle on peut arrêter. Et on peut faire de perquisitions même domiciliaires. Pas au-delà de 21h, pas avant 5h. Mais aujourd'hui, on arrête déjà à 0h, à 2h, à 1h. Maintenant, là, c'est les principes. L'ordonnance sur le flagrance, les infractions flagrantes, vient dire ceci, que les infractions flagrantes peuvent faire l'objet, c'est-à-dire les auteurs des infractions flagrantes peuvent faire l'objet d'arrestation à tout lieu, à toute heure. Vous avez entendu l'exception. C'est-à-dire, si on vient la nuit chez vous, en cas d'infraction flagrante,
on peut entrer. On vous arrête. Il est 0,1, on vous trouve, on vous arrête. Parce que les gens qui vont arrêter vont se calfeutrer sur le fait que l'infraction commise était flagrante. Et que la loi dit, pour l'infraction flagrante, l'auteur est arrêté à tout lieu et à toute heure. On n'a pas donné les limites d'air. Parce que l'ordre public est troublé. Il faut protéger la population. On ne saura pas respecter la légalité de l'air au détriment de la protection de l'ordre public. Donc, j'ose croire que les conseils ont valu leur pesant d'or et j'ose croire que les arrestations qu'ils font sont amplement légales. Légales pourquoi? Parce que quand on vous arrête dans le contexte d'une infraction flagrante. Remarquez bien, quand l'ANER vient arrêter, vous remarquerez qu'entre le moment de l'arrestation et le moment de faire reprocher, il ne s'écoule pas des années ou de mois. Vous voyez, même si la notion de la flagrance pose aussi un problème de contenu, mais néanmoins la loi est claire, ce sont des infractions qui se commettent actuellement ou qui viennent de se commettre ou qui sont réputées telles. Alors maintenant, c'est dit qu'on termine avec la loi foncière promulguée récemment par le président Tshisekedi. On parle d'une loi ambitieuse, une bonne chose, mais qui certainement, selon certains observateurs, qui crée beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes qu'avant. Je reviens avec quelques modifications de cette loi foncière qui, par exemple, interdit de concéder les terres frontalières aux personnes physiques et morales étrangères, détermination désormais des règles plutôt qui régissent usufruit, lissage et l'habitation, suppression des redevances en nature pour une concession foncière ou encore l'introduction des recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue de renforcer la gestion des terres urbaines. Bon, merci beaucoup pour la question. En fait, pour ma part, je ne dis pas que la loi crée des problèmes qu'elle n'en résout, mais en lisant la loi, bon, je réalise qu'il y a certains problèmes qui sont réglés, mais il y a d'autres problèmes dont j'ai l'impression que le législateur s'est voulu un peu beaucoup plus complexe, un peu beaucoup plus économique. Le législateur congolais foncier, par cette loi, il se veut un peu commerçant, un législateur commerçant qui mise trop sur les intérêts financiers. En fait, déjà, à jeter un coup d'œil sur... et puis, il y a un législateur qui est trop rigoureux. Il dit, le contrat de location a une durée de 3 ans. Et au terme de 3 ans, si vous n'avez pas mis en valeur, l'État peut reprendre. D'ailleurs, c'est à l'issue de la mise en demeure pour 2 ans. Il a d'abord réduit les termes du contrat de location parce que l'article 94 du Code foncier disait que la durée du contrat de location, c'est 3 ans. En réalité, c'est 18 mois. 18 mois. Alors, du coup, quand on prend 18 mois, l'article 94, bon, là, au moins, pour éviter toute confusion sur le mois, le législateur a précisé, c'est 3 ans. Bon, n'ayant pas parlé du renouvellement, il a directement au moins abordé aussi la question de la mise en demeure qui a été reconduite. On peut mettre en demeure un locataire, c'est-à-dire quelqu'un qui occupe un fonds inculte de l'État. Pour 2 ans, s'il ne met pas en valeur, une reprise d'office est organisée, mais le législateur va jusqu'à prévoir, si tu n'as pas mis en valeur, imaginez, le terrain, tu vas payer 500 000 francs congolais par mois.
C'est une exagération, ça. Non, mais les législateurs congolais, si vous voulez un État commerçant, un État économique, il veut faire l'argent sur ses fonds. Comme le fonds lui appartient, lui ne vient pas pour faciliter à la population congolaise la tâche pour occuper des terres. L'exode rural, que les gens quittent des provinces pour venir, ainsi de suite, ou se mettent ailleurs. Il dit non, je ne faciliterai pas aux gens la possibilité d'occuper des terres. Le législateur va encore complexifier l'occupation des terres par des particuliers. Les amendes qui ont quitté il a mis des amendes de 100 millions de francs congolais vers 600 millions de francs congolais. Oh. Mais je me dis, mais on est où? Je peux encore comprendre que le législateur congolais puisse prévoir, comme il a prévu, l'amende contre les conservateurs des titres immobiliers lorsqu'il commet une fraude contre le chef de division des cadastres, ce qui est d'autant plus bien, ce qui doit être, en tout cas, on doit les ovationner pour ça, parce que justement, le législateur congolais, M. Daniel Roland, lorsqu'il a prévu que, en fait, la loi de l'époque ne prévoyait pas la responsabilité du CDC, chef de division des cadastres. Elle ne prévoyait pas non plus, de manière claire, la responsabilité du conservateur des titres immobiliers. Et le législateur s'est voulu un peu cohérent sur la question de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en prévoyant justement que le certificat d'enregistrement régulièrement acquis, voyez-vous, régulièrement acquis, il est inattaquable dans les 2 ans, c'est-à-dire il est attaquable dans les 2 ans et les droits qu'il renferme sont aussi inattaquables. Mais après les 2 ans, toutes les actions dirigées contre eux doivent se résoudre en dommages et intérêts. Si les termes déjà le certificat régulièrement acquis n'étaient pas prévus par l'article 227 de la loi foncière, parce qu'il peut y avoir un certificat qui est frauduleusement acquis, ce certificat ne fait pas foi. Le législateur a fait bon droit de mettre les termes régulièrement acquis dans la mesure où il est des certificats d'enregistrement qui ont été acquis sans parfois des titres réguliers. Je vous donne un exemple simple. Le législateur a reconduit l'article 127 dans le sens où il dit que le certificat d'enregistrement demeure les actions en annulation, les actions en annulation, résolution et les actions, l'erreur de l'ordonnance d'investiture ne peuvent se résoudre aussi qu'en dommages et intérêts. On comprend. Mais les juges n'ont pas compris. Parfois, certaines personnes ne comprennent pas. L'article 227, quand elle consacre la notion d'erreur de l'ordonnance d'investiture, en réalité, l'erreur n'est pas l'inexistence. Quand on dit l'erreur de l'ordonnance d'investiture donne lieu à une action qui se résout en dommages et intérêts, si le certificat est établi après 2 ans, ça veut dire que l'ordonnance en soi existe, mais fait l'objet d'erreurs. Mais maintenant, dans la pratique judiciaire, vous avez des gens qui n'ont pas d'ordonnance d'investiture. On est en succession, une personne va avec l'acte de succession d'un curataire à l'hôtel de ville, le conservateur lui établit un certificat d'enregistrement. Parce qu'ils ont un testament, ils ont un acte de curataire. Alors, dans le cas pareil, le certificat est irrégulièrement établi. Parce que l'article 807 et l'article 233 dit que l'établissement, M. Daniel Roland, du certificat d'enregistrement pour cause de mort ne peut intervenir que par voie d'ordonnance d'investiture. Donc, ça aurait été mieux. Je pense que ces dispositions ont toujours été claires, mais dans la pratique, les gens sont en train de tordre le sens de ces dispositions pour prétendre que quand je viens devant le juge, j'ai dit écoutez, il y a un certificat qui a été établi. Peu importe la succession des propriétaires,
les certificats irrégulièrement acquis à l'origine, M. Dayen Roland est toujours attaquable. Mais la loi aurait, pour finir, aurait réglé un problème, vraiment un problème grave qui se pose dans la pratique, dans le sens où, M. Dayen Roland, vous pouvez voir une personne qui a à l'origine mal obtenu un certificat d'enregistrement, mais il vend sa parcelle à M. Dayen Roland. M. Dayen Roland, dès qu'il constate la présence d'un certificat d'enregistrement, il ne va pas s'en tenir sur la régularité de l'acquisition originaire de la concession. Il va s'en tenir sur les titres officiels d'acquisition. Moi, j'ai un certificat, vous dites, bon, je suis propriétaire. Alors, vous êtes de bonne foi parce que vous avez constaté un certain enregistrement qui a été confirmé par le cadastre. Vous achetez. Mais il se trouve que c'était une succession à l'origine et que le certificat a été acquis, mais la succession avait été congénitalement mal formée à l'origine ou dès l'origine. Vous ferez quoi dans les cas d'espèce? Est-ce votre bonne foi de constater les certificats d'enregistrement pour opérer la transaction de vente et faire la mutation va vous couvrir, ou bien l'irrégularité, parce que vous avez acquis de manière régulière les certificats d'enregistrement, mais votre propriétaire originaire de la propriété foncière n'avait pas bien acquis cela. Cette question n'a pas été touchée ou réglée par le législateur. Voyez-vous, M. Dayen Roland, la nullité du contrat de vente originaire, rec sixtantibus, toutes choses restant égales par ailleurs, la nullité du contrat de vente originaire peut-elle emporter nullité du certificat d'enregistrement du dernier acheteur? Voyez-vous les problèmes, M. Dayen Roland, qui n'ont pas été réglés? Peut-être qu'on va s'en tenir aux principes généraux de droit pour prétendre que puisque le contrat originaire a été annulé, donc toutes les suites logiques sont tombées caduques. Voyez-vous? Mais c'est toujours mieux de régler. Et aussi, si vous lisez vraiment cette loi à fond, vous remarquerez que la loi a complexifié de processus de formalité, surtout de processus d'acquisition de concessions. Dès lors que la concession est de 2 hectares, le conservateur peut aussi, n'est-ce pas, concéder. On a donné au conservateur aussi le pouvoir, n'est-ce pas, de demander une concession en faveur d'une personne qui la demande. Toute personne qui veut une concession fait une demande au conservateur. C'est le conservateur qui adresse la demande soit au ministre, soit au gouverneur, selon le cas, parce qu'on a réparti. Et j'ai aimé la précision détail que cette loi a apportée sur les compétences qui reviennent soit au président de la République, soit au ministre, soit au gouverneur, n'est-ce pas, pour ce qui est de hectares, n'est-ce pas, de terre à concéder. Et puis j'ai aimé aussi une autre chose, c'est que cette loi a reconnu la communauté locale sur ces terres et a reconnu aussi que l'expulsion, n'est-ce pas, de la communauté locale sur des terres-là, cette expulsion doit donner lieu à une indemnité préalable et juste. Et cette expulsion doit absolument être faite sur consentement de la communauté locale. Ce sont des bonnes innovations. Ça existait, mais c'était un peu flou à l'époque. Mais cette fois-ci, on a reconnu l'autorité coutumière et la communauté locale sur son fond. Et en fin de compte, j'ai décrit seulement des sommes d'argent que j'ai vues dans cette loi au titre de formalités administratives. Je vous pose la question, une parcelle qui coûte $2000 à Kindele, n'est-ce pas? Si une personne n'a pas pris les contrats, n'a pas mis en valeur, l'État veut lui faire payer par exemple des redevances, on lui dit que ces redevances-là doivent être de 500 000 francs congolais les mois. Donc ça veut dire que s'il a fait 10 mois sans payer, il est dans les 50 millions de francs congolais, à moins que je m'en abuse. Dans 500 000, c'est 5 millions de francs congolais. S'il fait 5 ans, c'est combien? Maintenant, donc la valeur de la parcelle peut être à $2000, même si elle a évolué dans le temps, ça peut équivaloir à, je peux donner l'exemple, $10 000. Donc les redevances à payer à l'État peut être au-delà même de la valeur vénale de la parcelle. Non, il aurait été mieux que même si l'État a
la limite de montant à payer 500 000 francs congolais par mois, l'État congolais aurait aussi mieux fait de s'en tenir sur la valeur vénale réelle, n'est-ce pas, de concessions ou de parcelles qui doivent faire l'objet de ces redevances. Sinon, ce serait, en tout cas, ce serait mettre les Congolais en impossibilité d'occuper certaines terres. Donc, c'est une loi, M. Daniel Roland, qui, à mon sens, est bonne d'un côté, mais de l'autre, la loi foncière qui est venue, la loi ici qui est venue modifier la loi foncière, elle est venue rendre presque impossible l'occupation des terres par des particuliers en raison de la complexité des procédures prévues. Et aussi l'article 219 qui consacre le certificat d'enregistrement et autres a été vraiment élargi en article 219.1.2.3 avec beaucoup de contenu. Si c'est bien, mais je crois, à mon sens, que l'État congolais aurait mieux fait de faciliter par cette loi la tâche aux gens. D'abord, elle aurait, excusez-moi, prévu une disposition allant dans le sens où tous ceux qui n'ont pas eu de contrat de location, ok, des contrats de location avant l'entrée en vigueur de cette loi, ils ont un délai, je crois que les délais existent, ils ont un délai peut-être de 6 mois pour les Congolais, ça ce n'est pas prévu, un délai de 6 mois pour leur permettre, ou le montant par exemple, on peut leur faciliter la tâche. L'État congolais remarquera que dans deux milieux, aussi bien rural que dans un milieu rural, dans un milieu urbain, il n'y a pas souvent de contrats de location et autres. C'est souvent dans des quartiers un peu hyper. Donc du coup, je pense, pour finir, excusez-moi du temps, l'État congolais aurait mieux fait, par cette loi, de préciser un délai auquel tous les Congolais qui ne sont pas munis de contrats de location et de titres officiels puissent le faire, n'est-ce pas? Mais il est prévu un délai pour tous les concessionnaires. Vous voyez, tous ceux qui avaient des concessions ordinaires, qui ne coïncidaient pas, il est prévu un délai pour la conversion de leur titre en un titre d'amphithéose, comme ça. Donc je crois, je l'ai lu dans ce sens. Ce délai est prévu pour la conversion, mais ce n'est pas prévu pour les détenteurs des terres qui n'ont pas de titre comme des contrats de location et des certificats d'enregistrement. Vous concluez l'émission, M. Cédric. Bon, je pense que ce n'est que sur ces dernières questions. Nous avons été bien suivis. Pour ma part, il faut éviter de complexifier les choses. Il faut davantage les simplifier, ok? Lorsqu'on rédige un texte pour trouver des solutions à des problèmes de la population, on ne doit pas avoir tendance, c'est vrai qu'on ne doit pas avoir tendance de rendre les choses un peu beaucoup plus complexes. C'est le premier ministre qui doit donner une concession, faire ceci, cela, beaucoup de choses. Bon, c'est bien, mais on se pose la question, le ministre lui-même des Affaires foncières, est-ce qu'a-t-il le temps de faire vraiment tout ce qui lui est donné comme compétence? Ce serait compliqué. Donc je pense, Dieu aidant, que les gouvernements puissent tenir compte de nos voeux. Et je crois qu'à petit feu, l'oiseau fera son nid. Maître Cédric Douba, je rappelle que vous êtes coordinateur du mouvement Avinic, doctorat plutôt en droit, secrétaire général des consommateurs élysées. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre invitation. Merci beaucoup, M. Daniel Roland. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale. On va se retrouver incessamment pour un autre numéro de cette émission. Vous étiez nombreux, vous nous avez suivis de partout, à travers le monde. Avant de terminer, retenez ce que disent les sages. Au-delà de nos familles, il y a les villages. Car très souvent dans la vie, ce sont des inconnus qui nous aident à réussir. Car nos proches, ceux qui en comptent, sont déjà en concurrence avec nous. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.